Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau podcast de CPI Sport. Ça faisait quelque temps qu'on n'en avait pas fait. On va s'y remettre avec une nouvelle série qu'on vous présente, qu'on va appeler La Guerre des Étoiles, une petite série sur la Ligue des Champions, où jusqu'à la fin, jusqu'à la finale, on va essayer de vous faire vivre au mieux cette Ligue des Champions édition 2019. Donc, on commence pour le premier épisode cette semaine après 4 des 8 huitièmes de finale aller qui se sont disputés dans la semaine. En particulier, un grand format sur Manchester United, Paris Saint-Germain, évidemment. Et puis, on va revenir aussi rapidement sur Porto Roma, Dortmund Tottenham et Real Ajax. Et donc, pour tout ça, j'accueille avec moi Guillaume Salut. et Cédric. Donc, Allô? on va démarrer déjà avec évidemment le match qu'on a le plus suivi cette semaine, le plus médiatisé en France. Celui qu'on attendait, c'est Manchester United Paris à Old Trafford. Un déplacement qui s'annonçait délicat pour les Parisiens, qu'on sait souvent fébriles en Ligue des Champions à l'extérieur dans les grands matchs. Cette fois, ils ont répondu présent et ils se sont imposés 2-0 en Angleterre. Qui voudrait commencer par donner une petite analyse du match? Peut-être Cédric, je te donne la parole, Cédric? Ouais, pas de souci. Donc je peux commencer sur ce match-là. Donc, comme tu l'as dit, on s'attendait à un match difficile de plus par rapport aux absences de Neymar et de Cavani, plus le regain de forme de Manchester United après l'évasion de José Mourinho. On s'est dit que ça allait être compliqué, donc on est arrivé sur une première mi-temps qui était plutôt beaucoup de jeux au milieu du terrain, pas beaucoup d'occasions, assez fermées, mais plutôt équilibré. Mais au retour des vestiaires, on a vu un tout autre Paris et un tout autre Manchester United, avec une domination parisienne au milieu de terrain particulièrement, qui a permis de faire et des écarts et de faire du coup 2 buts à 0, en n'ayant concédé aucune vraie occasion franche. Donc on peut dire que c'est un franc succès du PSG en terre anglaise. Et on peut dire que Manchester United est retombé dans ses travers de la fin de l'ère de Mourinho. Alors justement, je rebondis là-dessus sur Manchester United. On va commencer par ça avant de parler de Paris. Est-ce que vous pensez pas que finalement elle a été un peu surcotée cette équipe? C'est-à-dire que effectivement, il y a eu un enchaînement de succès sous Ole Gunnar Solskjaer, en particulier en première ligue. Mais typiquement, il y a des succès peut-être qui ont masqué certains constats. Je pense à leur victoire contre Tottenham, qui est un 0, si je dis pas de bêtises, avec le record d'arrêt Oui. en première ligue de Derea. Donc ça voulait bien dire que MU avait pas du tout dominé son sujet. Ils ont accumulé aussi énormément de victoires contre des équipes réputées plus faibles. La dernière en date, c'était Fulham, juste avant de jouer contre Paris. Il y a eu des victoires contre Cardiff, contre Newcastle, etc. Et voilà, est-ce que finalement, cette équipe de Manchester United était vraiment devenue si forte que ça? Bon, c'est la question que je me pose. C'est qu'on s'est attaché à la forme du moment, ce qui est quand même un facteur déterminant dans la plupart des sports. D'un côté, on avait Manchester United qui semblait renaître depuis le départ de Mourinho, avec enfin, le joueur qui était moins de ça, c'est Pogba. Et de l'autre côté, on avait Paris qui avait des blessés. Donc Verratti a longtemps été incertain. Neymar était blessé. Cavani s'est blessé le week-end précédent. Paris avait perdu contre Lyon 10 jours avant. Donc il y avait à la fois on a peut-être vu Manchester United trop beau parce qu'ils étaient très en forme et Paris très mauvais vu qu'ils étaient un peu dans le creux et qu'ils avaient beaucoup d'absents. Après c'est sûr que Solskjaer il a pas pu effacer tactiquement les 6 mois de ce qui s'était passé et la construction d'équipes qui étaient déjà là. Du coup, Ouais. transition intéressante. Tu as parlé de Pogba qui était en plein regain de forme depuis l'arrivée du nouvel entraîneur à Manchester.
et ben c'est le témoin de ce match raté de United. Finalement, presque un des plus mauvais sur la pelouse, qui a fini par se faire exclure. Alors là, on peut y revenir. Décision très discutable de l'arbitre, Monsieur Orsato, l'italien, qui a quand même fait des siennes hein, sur ce match, qui a pas arrêté de distribuer les cartons à tort et à travers. Et qui finalement gâche encore un peu plus le match retour parce que là autant enfin je veux dire il y a encore moins de suspense quoi. Perdre 2-0 à domicile et voir son meilleur joueur exclu pour le match retour, ça laisse peu de place à l'optimisme du côté des Red Devils, mais ça n'empêche que sur l'ensemble de son match avant son exclusion qui a eu lieu dans les dernières minutes, Pogba bah on l'a pas vu tout simplement quoi. Ouais, hein, pour rebondir là-dessus, on peut parler de la très bonne prestation de Marquinhos, mais aussi on peut parler, c'est un peu symptomatique de l'ère de Mourinho. Le milieu de terrain de United a joué un peu comme sous Mourinho, en jouant trop bas, en laissant aucune relance à ses centraux et enfin, c'est à chaque fois le milieu défensif qui devait redescendre pour donner la première relance. Pogba a perdu beaucoup d'énergie à jouer vachement bas et à vouloir monter la balle, alors que les derniers matchs où il a été plus meilleur, ça a été contre des milieux plus faibles où il a pu jouer plus haut. Il n'a pas eu besoin de décrocher autant pour avoir des ballons. Il n'a pas eu besoin de porter autant la balle et donc perdre beaucoup d'énergie sur les 20 mètres qui sont dans son camp, alors que il devrait être dans les 20 derniers mètres dans l'autre camp en fait. Après, enfin, c'est la construction d'équipe, enfin, c'est Manchester United qui est construit comme ça, c'est une équipe qui est coupée en deux, en fait. Parce que il y a quatre joueurs attaquants qui sont très forts, enfin quatre joueurs on va dire qui vont se projeter vers l'avant qui sont très forts. Ils ont quand même une défense qui est pas horrible, mais il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Et Pogba des fois peut faire ce lien. Et comme tu l'as dit, il doit défendre très bas, enfin descendre très bas, chercher les ballons. Et Marquinhos lui a rendu la vie impossible. On avait annoncé avant ce match finalement, on s'était dit entre nous, on en parlait que tout allait jouer au milieu de terrain parce que bah, c'est là où Paris déjà avait perdu les récentes batailles européennes. Je pense au match de Santiago Bernabéu l'année dernière où c'était Lo Celso qui avait été titularisé en sentinelle, ça avait été un naufrage. Je pense au premier match de Ligue des Champions cette année en phase de poule contre Liverpool où James Milner leur avait fait vivre un calvaire au milieu, à cette même paire. Ah non, c'était pas Verratti, mais c'était aussi Marquinhos qui était titularisé ce jour-là. Et on s'était dit, Marquinhos en sentinelle, c'est pas possible, il va pas pouvoir faire la saison comme ça. Et ben finalement si, Tourelle a eu raison d'insister et de le faire travailler. Et bah, ça s'est vu cette semaine où bah, justement, je disais que Pogba avait été invisible, mais à mon sens, c'est vraiment le travail aussi de Marquinhos qui a salué parce qu'il l'a complètement éteint. Ça a été un marquage à la culotte sur les 90 minutes, il ne l'a jamais lâché. Et ça fait, c'est une grosse partie, à mon avis, du succès parisien. C'est une grosse partie. Après, il faut pas non plus oublier que Manchester a été quand même malchanceux sur ce match parce qu'ils perdent à la 45e minute leurs deux flèches à l'avant. Martial est sorti sur blessure. Les deux, Et Martial et Lingard est Rashford. sorti, bien sûr. Et Lingard. Lingard, pardon. Mhm. Maintenant, est-ce Les deux que sortent les deux sortent à l'habitant, donc ça donne aussi moins de flexibilité tactique à Solskjaer. Mais le fait qu'ils sortent à la mi-temps aurait aussi pu jouer pour eux. Parce que sur la première mi-temps, on a vu concrètement qu'ils n'avaient pas du tout le ballon au milieu de terrain et qu'ils n'arrivaient pas à avoir la possession. En faisant rentrer Mata à la place de Lingard ou de Martial, enfin un des deux, je sais plus lequel. C'est ça qu'il voulait. Il voulait amener de la justesse technique au milieu de terrain, pouvoir plus garder le ballon. Mais en fin de compte, on n'a pas vu Mata de la deuxième mi-temps. C'est aussi ça qui joue. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de malchance étant donné que pendant les 45 premières minutes où les deux ont joué, on n'a pas vu non plus des choses exceptionnelles venant de MU, quoi. ouais, ouais, je On n'a rejoins pas un vu peu des choses Cédric exceptionnelles, mais là sur ce sujet-là. Moi, je les ai vraiment pas trouvés très intéressants. Je me souviens d'une contre-attaque. Je crois que c'est Lingard qui l'amène, qui fait la différence sur le côté droit. Il a un 2 contre 1 à jouer et il sert Martial dans son dos, une très mauvaise passe. Et puis Martial ne fait pas spécialement l'effort d'aller chercher le ballon, il le laisse juste filer en touche et c'était une énorme munition gâchée à ce moment-là. Et comme le dit Cédric, ils n'avaient pas assez le ballon pour pouvoir servir dans de bonnes conditions ces flèches-là.
Donc ouais, je suis pas sûr que ce soit là que c'est vraiment changé grand-chose quoi. Par contre, en effet, n'a pas apporté n'a rien apporté du tout même en seconde période. De même pour Sanchez, hein, De même on pour l'a pas vu Sanchez. non Ouais. plus. Bah, c'est surtout ce qui est dommage, c'est que les 20 premières minutes du match, ils ont réussi à faire un pressing à la perte qui était assez haut, qui a beaucoup gêné les Parisiens. Ils ont eu beaucoup de mal à sortir de leur camp. On a eu d'ailleurs très peur quand même au début du match. Enfin, moi personnellement, je me suis dit que Paris allait forcément perdre un ballon bête à un moment donné et prendre un but sur cette grosse pression durant les 20 premières minutes. Ils l'ont réussi. Mais c'est vrai qu'on pourrait plus se dire, en faisant rentrer deux joueurs frais à la mi-temps, Manchester aurait pu repousser et refaire ce pressing à la perte très bas, ou plutôt très haut pour eux, mais donc laisser les Parisiens très proches de leur surface, euh, avec ces deux joueurs qui étaient frais. Et donc finalement, c'est tout l'inverse qui s'est passé puisqu'en deuxième mi-temps, United a complètement coulé. Toute la séquence qui précède l'ouverture du score de Kimpembe, c'est une bonne grosse dizaine de minutes où où Paris fait tourner. Ouais, c'est ça. C'est depuis le retour des vestiaires tout simplement puisque Kimpembe marque à la 53e. Donc depuis la 46e jusqu'à la 53e, ça a été une domination outrageuse. On a vu l'équipe de Solskjaer qui reculait de plus en plus vers son but et il y avait plus pressing dont tu parlais justement. Ils attendaient, ils reculaient de plus en plus et c'est ça que j'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps pour qu'on passe d'une envie de presser le porteur à ce besoin de reculer et il y a eu des longues séquences de passes de la part des joueurs de la capitale et qui s'est fini par de belles occasions et ce corner concédé qui mène au but de Kimpembe d'ailleurs corner très bien frappé par Di Maria et belle reprise aussi de Kimpembe. Ça datait déjà d'avant la mi-temps, hein, l'arrêt du pressing, parce que ils ont, comme j'ai dit, ils ont pressé 20 minutes. Et après la deuxième partie de la première mi-temps, euh, on a eu, euh, on a eu comment? On a eu Paris qui a pu mettre les pieds sur le ballon et les deux lignes, donc la ligne centrale et la ligne de défense de Manchester United, qui étaient très très rapprochées, qui faisaient vraiment un gros bloc très dense où Paris a trop joué dans les pieds, a pas pris forcément beaucoup de risques et a pas posé de gros problèmes non plus à Manchester sur cette fin de mi-temps. Et je pense qu'ils ont aussi voulu peut-être s'inspirer de ça et dire que Paris serait stérile s'ils continuaient à jouer comme ça. Et au final, ils ont quand même craqué sous les assauts répétés et la plus grosse prise de risque et le plus gros travail de justesse fait par les Parisiens en deuxième mi-temps. Mais encore une fois, pour en revenir à ça, c'est aussi symptomatique de l'ère de Mourinho, qu'on a déjà pu voir ça souvent. Ils ont un gros pressing à la perte de balle avec leurs 4 joueurs de devant, mais Herrera et Matic sont deux joueurs qui ont tendance, quand la balle passe la première ligne de pressing, à tout de suite se recoller à leur défense centrale et à redescendre à fond. C'est pas des joueurs qui font du pressing comme les joueurs de devant. Et ça c'est symptomatique de toute l'ère de Mourinho depuis le début de la saison, où les 4 de devant pressent, se font éliminer. Matic et Herrera redescendent sur la défense centrale, ce qui fait des trous énormes de 40 mètres au milieu du terrain, où les milieux adverses peuvent tout simplement poser le jeu et très facilement comme ça. Et c'est un peu ce qu'on a vu là encore, même sur les 20 premières minutes. À partir du moment où le pressing, le premier pressing a été passé, il y avait de la place. Et c'est là que Verratti a fait un travail exceptionnel dans sa justesse technique, dans son sang-froid et dans sa capacité à briser les lignes. Parce que sans Verratti en première mi-temps et son sang-froid et sa capacité à briser les lignes, je pense que le pressing tout terrain des 20 premiers mètres aurait pu être beaucoup plus dangereux pour le PSG qu'il l'a été en fin de compte. Eh ben, excellente transition. On a suffisamment parlé de Manchester. On va passer sur Paris, qui, on l'a dit, a fait une excellente partie. Si Manchester n'a pas été au niveau, et Paris, lui, cette équipe a su répondre aux doutes qu'on avait. Bah, on va déjà, ouais, tu parlais de Verratti, on va continuer sur ce sujet-là. J'ai déjà évoqué Marquinhos. Pour moi, c'est les deux joueurs que je mets à égalité en tête des performances parisiennes ce mardi. C'est cette paire Marquinhos-Verratti qui est finalement quand même une trouvaille entre guillemets de Tourelle et qui a parfaitement fonctionné sur ce match. Oui, tout à fait d'accord pour ça. Quand on regarde un match comme ça, on peut voir qu'ils sont plutôt très complémentaires dans le sens où Marquinhos aura plus un rôle de défensif
et d'agression, alors que Verratti a plus un rôle de relanceur et il a le sang-froid pour faire ça. Enfin, pour moi, c'est vraiment là que s'est construit la victoire du PSG. Dans le travail défensif de Marquinhos qui a, comme on l'a dit tout à l'heure, éteint Pogba complètement et donc éteint les offensives mancuniennes. Et dans la remontée de balle et le cassage des premières lignes de par Verratti et sa justesse technique. D'autres points que vous avez envie de mettre en avant sur la victoire parisienne, les choses à souligner du côté du PSG? Ouais, moi je tiens à dire que j'étais pas du tout convaincu de Dani Alves au milieu de terrain. Il avait déjà joué ce poste-là contre Lyon, je trouvais que c'était pas terrible. Et pendant le match, il a quand même été assez exceptionnel et de part aussi peut-être son expérience et sa capacité à motiver aussi les autres. J'ai trouvé qu'il a été un facteur moins déterminant que l'aurait été Marquinhos et Verratti, mais ça a été, je pense, aussi un facteur intéressant sur ce match. Une bonne association aussi avec Kerrer derrière lui, qui a un profil plus défensif et qui permet de combler les éventuelles erreurs que peut encore faire Alves, parce que c'est vrai qu'il a fait un très bon match, hein, mais il n'a pas été non plus parfait. Il a laissé un petit peu passer certaines offensives sur son côté, mais intéressant de voir Kerrer derrière qui s'affirme de plus en plus. On rappelle qu'à l'origine c'est quand même un défenseur central. Là il évolue latéral droit de plus en plus à Paris et il s'en sort plutôt bien pour un joueur de son âge. Donc voilà, un point positif aussi ce côté droit en effet. Offensivement, on peut relever la réaction d'orgueil du Di Maria qui était fantomatique en première mi-temps. C'était vraiment catastrophique. Je pense que tout ce qu'il a tenté, il l'a raté. Et puis il y a ce moment où il se fait bouger par Ashley Young qui l'envoie d'un coup d'épaule dans les barrières publicitaires et comme si finalement c'est cette action qui lui avait fait un peu qui lui avait remis dans son match paradoxalement. Ajouter à ça tous les sifflets d'Old Trafford parce que c'est un ancien joueur de Manchester et qu'il n'est pas forcément parti en bons termes avec le club et qu'il n'a pas apporté tout ce qu'il aurait dû apporter à ce club. Mais du coup, cette action-là, finalement, il a peut-être fait une petite piqûre de niaque, on va dire. Et alors, il a été excellent en deuxième période. Je disais, le coup franc qui frappe, le corner, pardon, qui frappe pour l'ouverture du score de Kimpembe, c'est un bijou. Ouais, on peut aussi souligner la performance de Mbappé. On aurait pu se dire Mbappé sans Neymar et Cavani en fixation tout seul en tant que neuf, avec une défense centrale sur lui qui est de Lindelof et de Bailly qui sont quand même pas les mecs les plus tendres et les moins rugueux de la Champions League. On aurait pu penser qu'il allait avoir du mal. Il a joué sur sa vitesse avec Lindelof. Il a été plutôt bon avec Bailly qui pourtant est assez rapide. Et ça a été récompensé par un but, encore une fois. On peut lui reprocher de ne pas avoir marqué le deuxième but aussi, mais pour moi c'est plus un bel arrêt de Derrea. Mais en soi, il a fait un bon match en étant tout seul devant et en n'ayant pas son appui et son grand ami Neymar avec lesquels ils arrivent à faire des choses exceptionnelles. Ouais, je te rejoins, la prestation est intéressante et puis il y a évidemment ce but qui récompense tout ça. Maintenant, j'émets encore des doutes sur sa capacité à vraiment tenir ce rôle-là sur le long terme. Tu parlais de la défense Lindelöf-Bailly. Pour moi, c'est une défense qui est très très faible, hein. On l'a vu encore. Alors c'est vrai que Mbappé est une fusée, hein, on le sait, mais le but qu'il marque, où il vient de je sais pas combien de mètres en arrière et il arrive à passer entre les deux et les devancer, c'est aussi un peu un manque de hargne et de d'agressivité de la part de Lindelöf et Bailly. En tout cas, oui, le match est bon, mais on sent sur quelques petits détails que il a pas ses réglages à ce poste-là et que dans un sens, vivement que notre ami Neymar revienne pour lui donner des bons ballons, etc. Parce que je sais pas, il a un peu de mal à se démarquer, notamment quand il est seul en pointe comme ça et qu'il n'y a pas Cavani qui joue le point d'ancrage. Il fait pas toujours les bons appels, j'ai l'impression. Je me souviens de ce but en première mi-temps que Di Maria marque, enfin de cette action que Di Maria concrétise et bute sur Derrea alors qu'il est hors jeu. C'était une des plus grosses actions de la première mi-temps. Mais là aussi, je pense qu'Mbappé doit faire un appel plus tranchant, doit mieux demander le ballon et il pouvait mieux gérer quoi. Ouais, bien sûr, on enlève pas, on va pas dire non plus que c'est une prestation exceptionnelle,
Mais de là à le charger alors qu'on s'attendait à ce qu'il ait un match difficile, concrètement, il est pas habitué à jouer neuf. Il jouait en Ligue des Champions, en huitième de finale, neuf tout seul, alors qu'il a quasiment jamais joué neuf. Il avait quand même de grosses attentes sur ses épaules, sachant que Neymar et Cavani étaient pas là. Moi, je trouve que de manière générale, dans l'ambiance du match et l'équipe qui a été alignée, il a été plutôt bon. Après, c'est sûr qu'il a pas les réglages d'un Cavani en étant neuf et ça se voit et ça se ressent. Mais dans ce qu'on lui a demandé de faire, il l'a fait et ça a été récompensé par un but. Et tant que Neymar et Cavani seront pas là, il pourra occuper ce poste et il sera dangereux. Et après, même s'il faut, même s'il faut pas lui parler d'âge, enfin, il faut quand même pas oublier qu'il a que 20 ans, 21 ans, 20 ans. Donc, il est pas encore, techniquement, il n'est pas encore aussi bien formé qu'un joueur qui a 25 ans. Ouais, tactiquement aussi, plus que techniquement, parce que la technique, bon, il peut s'améliorer, mais Ouais, oui, voilà, enfin, tactiquement, sur son placement, etc. Je trouve que c'est, enfin, voilà, comme vous disiez, c'est pas un dispositif dans lequel il a l'habitude de jouer. Ça, enfin, faut pas non plus. Il a tellement tout réussi jusqu'à maintenant qu'on met beaucoup d'attentes sur ce joueur, et c'est normal, hein. Pareil, Paris met beaucoup d'attentes vu le prix qu'ils ont payé, mais des fois, il faut aussi se dire qu'il a que 20 ans et que c'est déjà incroyable ce qu'il arrive à faire et que c'est prometteur pour la suite. ouais, ouais, très bien. Bah, du coup, je pense qu'on a fait le tour. On a beaucoup parlé de ce match. Je voulais juste conclure aussi en parlant d'un fait qui me semble très important personnellement dans le résultat final. C'est l'ambiance dans les tribunes à Old Trafford. On l'a dit, Paris a toujours eu des gros problèmes à l'extérieur en Ligue des Champions. Évidemment, la remontada de Barcelone au Camp Nou. Évidemment, la défaite à Bernabeu l'année dernière. Celle à Anfield en début d'année. Celles-là se caractérisent toutes par une ambiance entre guillemets hostile, un public à fond derrière son équipe, et là Paris a craqué par manque de mental. Cette semaine, Old Trafford, c'était ça faisait peine à voir quoi. Un tel temple du foot pour un club mythique qui a gagné des Ligues des Champions, il y a eu les heures de gloire d'Alex Ferguson, etc. Ça va avec une tendance du foot anglais qui est la gentrification, et on l'a vu encore là, on n'entendait que les Parisiens dans le stade, quelque chose qui fait plaisir à voir aussi après plusieurs années de bannissement où on a laissé les ultras de côté. Là, ils ont clairement répondu présent pour faire beaucoup de bruit à l'extérieur, et on n'a pas du tout entendu les Mancuniens. Et je pense que cette ambiance, elle a changé aussi quelque chose, elle a galvanisé les Parisiens, alors que à Anfield, ils avaient plutôt été tétanisés par ce public impressionnant. Voilà, c'était le petit truc que je voulais rajouter pour conclure cette partie-là. Donc maintenant qu'on a fini notre grand format et notre analyse de PSG Man United, juste ouais, encore un petit mot du coup pour conclure là-dessus. Personne ne voit United se qualifier au Parc des Princes au retour. Non, Non, absolument pas. Guillaume non plus? non, non. Ok, bon, bah, on est tous d'accord. Paris a fait le plus dur. Il y a évidemment, il faut faire attention à ne pas craquer, mais j'ai tendance à me dire que même dans le cas où le PSG venait à réaliser un match très moyen, voire mauvais, ce que j'ai vu de Manchester ne m'incite pas à penser que ils sont vraiment en danger. Donc, deuxième match de cette semaine, c'était celui qui avait lieu mardi aussi en parallèle de Suite Paris, c'est Roma-Porto au Stadio Olimpico, victoire 2-1 de la Roma. Alors là, par contre, j'aurais tendance à dire que tout est ouvert pour le match retour. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est deux équipes qui sont assez proches. C'est voilà, ça reste ouvert à mon avis. Ouais, ça reste ouvert, d'autant plus que Porto met un but à l'extérieur, donc en gagnant 1-0 chez eux, ils passeront. Donc c'est sûr que par rapport au match du PSG, c'est beaucoup plus ouvert, quoi. Oui, deux équipes au niveau assez proche. Il y a un joueur que j'ai envie de mettre en avant parce qu'il a encore été décisif sur ce match. Je, il est sur les deux buts de Zaniolo, puisque le jeune Zaniolo est le double buteur de cette partie en faveur de la Roma, un nouveau symbole du club entre guillemets. Peut-être certains en voient un futur Totti, c'est peut-être un peu exagéré, mais pourquoi pas. Le joueur que j'ai envie de mettre en avant, c'est Edin Dzeko, qui est le meilleur joueur de la Roma, qui est malgré, enfin, on a tendance peut-être à le sous-estimer, mais pour moi, ça reste un buteur de classe mondiale parmi les meilleurs au monde.
alors je dis parmi les meilleurs, hein, il est en dessous de Agüero, de Lewandowski, de Cavani, entre autres, mais il est passeur décisif sur le premier but de Zaniolo. Il frappe de loin qui est mal repoussé par le gars, par Casillas, et que Zaniolo pousse au fond sur le deuxième. Donc il a encore été décisif, et pour moi c'est un facteur important. Depuis le début de cette Ligue des Champions, comme depuis l'année dernière où il avait poussé la Roma jusqu'en demi-finale, il est décisif. Et tu disais qu'il suffisait à Porto de gagner 1-0, mais avec une arme comme Dzeko en face, ça va pas être facile de gagner 1-0. Non, non, c'est sûr. Non, mais de toute façon, le match sera très discuté. Et comme tu le dis très bien, Dzeko est de loin le meilleur joueur de la Roma et il est capable de faire la différence sur une action ou quoi. Mais le niveau est tellement proche par rapport aux deux équipes que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Et ça peut très bien se finir sur un score de 1-0 pour Porto comme sur un score de 3-0 pour la Roma. Voilà, quelque chose encore à rajouter sur ce match-là? Non, je pense Non. pas. De toute façon, on verra bien le match retour. Je mettrais bien une petite pièce sur Porto personnellement, mais après, ça va être serré et ça se jouera jusqu'à la fin du match, à mon avis, et ce sera pas des gros écarts. Ouais, je Mais pense c'est ça un match aussi. intéressant. L'argument en faveur de Porto, c'est l'ambiance de l'Estadio do Dragao. C'est un stade chaud, comme a pu l'être l'Olympico au match aller. Donc c'est une ambiance qui peut pousser en faveur des Portugais. Après, comme je l'ai dit, il y a l'arme Dzeko qui est un peu dissuasive. Maintenant, à l'inverse, je trouve que la défense de la Roma est de moins en moins bien. La paire Fazio Manolas a encore été prise à défaut sur le but que marque Porto en fin de match. Donc voilà, je m'attends personnellement à beaucoup de buts au retour aussi. Ouais. Alors, autre affiche, c'était mercredi à Wembley, Tottenham Borussia Dortmund, qui s'est fini sur un score qu'on n'avait pas vu venir. Enfin, personnellement, je n'avais pas vu venir, un 3-0 en faveur des Spurs, qui reflète pas forcément tout à fait la physionomie du match, parce que Dortmund a eu des occasions. Hugo Lloris fait quand même 3-4 gros arrêts dans cette partie. Mais voilà, presque un exploit de la part des Londoniens qui, il faut le rappeler, jouaient sans Harry Kane et sans Dele Alli, donc leurs deux principales armes offensives, et qui en passent trois à Dortmund. Guillaume? Ouais. Alors moi j'ai vu que la seconde mi-temps, donc sur la première mi-temps j'ai appris que Dortmund avait plutôt les pieds sur le ballon et c'est eux qui avaient été dominateurs sur cette première mi-temps et que Tottenham ah, devait remercier Hugo Lloris pour pouvoir rentrer avec ce score de 0-0 à la pause. Et sur la deuxième mi-temps, moi j'ai pas vu Dortmund en fait. Euh, Dortmund était inexistant, je crois qu'ils tirent deux fois au but, et c'est deux frappes de loin, ils mettent le ballon peut-être deux fois dans la surface maximum de Tottenham. Euh, Hakimi est coupable sur deux des trois buts, parce qu'il fait pas les efforts défensifs qui pourtant on sait qu'il est capable de les faire. Il a la vitesse pour les faire, et là on sait pas si c'est par manque d'envie ou si c'était pas concerné, ou on sait pas trop en fait d'où ça vient. Et du coup, bah, il est vraiment coupable sur deux des trois buts, en laissant Vertonghen sur le premier but faire un magnifique centre pour Son, et sur le deuxième but, c'est même Vertonghen qui marque. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc non, pareil, j'attendais beaucoup de Dortmund. J'ai vu que la deuxième mi-temps, encore une fois, mais c'est vrai qu'on m'avait vendu ça comme une équipe qui était intéressante, qui va vers l'avant. Et puis Lucien Favre fait quand même des choses qui sont intéressantes tactiquement, et d'avoir été aussi peu offensif et aussi peu menaçant en seconde période, c'est dommage. Et surtout que l'addition finale de 3-0 va être quand même très compliquée à remonter, même si ce sera à Dortmund, bien entendu. Ah oui, là, je pense que les trois buts, ils sont irrémédiables. Tu parlais du manque d'animation offensive. Il y a un gros facteur à ne pas négliger, c'est l'absence de Marco Reus, qui leur a coûté très cher, parce que c'est lui qui fait beaucoup dans leur animation offensive. Paco Alcacer était absent aussi, donc ils ont joué sans numéro 9. C'était Mario Götze qui était aligné en pointe. À partir de là, c'est quand même compliqué de créer du danger.
Et puis j'aurais tendance à dire que tout simplement sur ce genre d'affiche, Dortmund fait face à ses limites, aux limites de sa politique, qui est de faire évoluer de très jeunes joueurs au plus haut niveau, qui peut payer. Il y a parfois des révélations de plus ou moins longue durée. Je pense à l'attaquant danois Brun Larsen, qu'on a beaucoup vu en première partie de saison et qu'on voit beaucoup moins en ce moment. Je crois qu'il est rentré en toute fin de match la mercredi. Je pense aussi à Christian Pulisic qui a été vendu un bon pactole à Chelsea et qui est plus vraiment au niveau qu'il avait la saison dernière. Donc est-ce que c'est lié, je ne sais pas. Et puis je pense surtout aux 3 buts qu'ils encaissent. Tu dis que Hakimi est impliqué sur 2. Sur le premier but, c'est aussi selon moi Dan Axel Zagadou qui est responsable. Dan Axel Zagadou, on rappelle que c'est un jeune qui était au centre de formation du PSG, que Dortmund est venu shipper la saison dernière, il me semble, l'été dernier, enfin l'été 2017, je veux dire, et qu'il est titulaire en Ligue des Champions. Il a 19 ans. À côté de lui, il y avait donc Hakimi, latéral droit à 20 ans. Abdou Diallo, latéral gauche, enfin qui est habituel défenseur central, qui là été latéral gauche, 22 ans. Donc c'est quand même très tendre comme défense pour jouer un huitième de finale de Ligue des Champions. Et à mon avis, c'est ça qui leur coûte peut-être leur qualification pour l'écart, parce que les buts qu'ils encaissent viennent d'erreurs individuelles de jeunesse, quoi, finalement. Donc voilà, le modèle Dortmund porté sur la jeunesse arrive peut-être enfin, il montre ses limites en tout cas sur ce match-là, en plus des limites qui sont liées à la Bundesliga, parce qu'on sait qu'en Bundesliga c'est toujours très ouvert. Il y a la possibilité de se régaler, notamment pour des jeunes joueurs comme Jadon Sancho aussi, l'anglais qui se révèle cette année sous le maillot des marsupiaux et qui là, quand il tombe sur une paire Vertonghen-Alderweireld par exemple, c'est plus la même histoire, quoi. Un mot sur Tottenham, est-ce que vous les voyez bon, je pense ils vont aller en quart, ça c'est quasiment acquis. Est-ce que vous pensez que Tottenham peut aller encore plus loin que ça? Ça va dépendre en grande partie sur qui ils vont tomber, mais je les vois pas aller très très loin non plus. Surtout que Kane n'est pas sur le retour, j'ai un doute sur sa date maintenant. Je dirais fin mars de mémoire, il me semble fin mars. Donc ouais, peut-être qu'il serait sur le retour, on sait pas à quel niveau de jeu. Après, on vante la paire, pardon. Alderweireld Vertonghen, mais c'est pas non plus les 2 meilleurs défenseurs centraux qu'on a vus Après, la dans Vertonghen l'histoire était du alignée à football. gauche, hein. Ils étaient alignés Vertonghen à ensemble. gauche, pardon. Ils étaient alignés ensemble, mais il y avait aussi Davinson Sanchez, Juan Foyth. Bon, ça reste aussi assez tendre en défense, je le concède. Ouais, donc ouais, ça dépendra sur qui ils tombent, mais à mon avis, ils iront pas non plus jusqu'en demi ou jusqu'en finale. Bah, voilà, le tirage va être déterminant parce que c'est pas, enfin, il faut pas qu'on se laisse tromper par ce score fleuve à domicile. Ils ont été, pour moi, et sur ce match, alors, pas qu'ils ont été chanceux, mais le score reflète pas, enfin, c'est 3 erreurs individuelles, enfin, au moins 2 erreurs individuelles, voire 3, je sais plus, je me rappelle plus du troisième but, mais c'est au C'est moins sur deux corner. erreurs individuelles de Dortmund où Tottenham est hyper réaliste, mais, euh, mais si on enlève ces erreurs-là, Tottenham n'a pas non plus été, en tout cas en deuxième mi-temps, Tottenham n'a pas non plus été flamboyant. Ouais, d'autant plus que 2 des 3 buts sont marqués dans les 10 dernières minutes, quoi. Donc il y a ça aussi. Allez, dernier match à évoquer ensemble, le déplacement du Real Madrid sur le terrain de l'Ajax Amsterdam, qui s'est soldé par un score assez étriqué finalement, hein, seulement entre guillemets 2-1 pour le Real, qui prend mine de rien une belle option pour l'écart avec cette victoire de 1 à l'extérieur, mais qui a été chahuté par l'Ajax avec un but refusé en première mi-temps qu'avait inscrit Tagliafico pour les Hollandais. Et puis on sent un Real encore alors qui finit par gagner, hein, comme souvent ces dernières années. Combien de fois on a dit que le Real était moins fort et que le Real finissait quand même par gagner. C'est un peu ce qui s'est passé là. Ils ont été, comme je l'ai dit, chahutés, mais bon, 2-1, c'est un très bon score à l'arrivée. Mais
on les voit quand même de plus en plus les limites de ce Real-là et on a du mal enfin moi personnellement j'ai du mal à les imaginer retourner en finale cette année. Non, je pense que là, ils passeront l'Ajax, mais au moment où ils tomberont sur une grosse équipe, ça risque d'être plus compliqué. J'ai des exemples de ça. Tu parles du premier but refusé par l'Ajax sur une erreur de débutant, de Courtois, qui était censé être un des meilleurs gardiens du monde et qui, depuis qu'il est au Real, il enchaîne boulette sur boulette et il a plus du tout son niveau de Chelsea. On peut parler des blessures, on peut parler devant où Benzema, d'accord, est revenu à son meilleur niveau, mais on joue quand même avec un ailier gauche qui est Vinicius qui a 17 ans. Qui monte en Hein, tu puissance peux quand pas. même, je tiens à le signaler, il est de mieux en mieux et il peut leur apporter des choses. Il a un petit côté Mbappé sur certaines actions, un peu ou des dribbleurs rapides comme je sais pas Dembélé aussi par exemple. Oui, oui, j'ai pas de problème sur le fait qu'il apportera des choses, mais pour aller gagner une finale de la Ligue des Champions, ça reste trop tendre et trop jeune. Il fait encore trop d'erreurs. Il apporte, c'est sûr qu'il apporte. Il fait des différences, c'est certain, mais il a pas toujours le choix juste. Et on sait très bien quand on arrive en finale de la Ligue des Champions, où les fois où le Real a gagné, ça a été sur des décalages ou des gestes de Cristiano Ronaldo ou de Bale ou de joueurs comme ça. On a du mal à s'imaginer que Vinicius va faire la différence. Et après, il faut encore pouvoir réussir à sortir de l'Ajax au match retour, parce que ça va pas être facile. Surtout que sûrement que Sergio Ramos va être sanctionné de pas jouer, étant donné qu'il a fait exprès de prendre un carton jaune et que j'ai lu ce matin encore que après l'avoir dit, enfin à la fin du match, les journalistes lui ont demandé s'il avait fait exprès, il a dit oui, et du coup il est poursuivi par l'UEFA. On va voir ce qu'ils vont lui réserver, mais ça reste pas le Real des années d'avant et on peut le voir là. Ok, l'Ajax, c'est une bonne équipe. Ok, l'Ajax a accroché le Bayern Munich en phase de poule. Mais bon, ça reste l'Ajax Amsterdam, quoi. C'est pas non plus Barcelone ou Manchester City, quoi. Ouais, pareil, je trouve que même bon, non seulement cet effectif du Real a beaucoup changé, mais même le trident Casemiro, Kroos, Modric, qui est exactement le même que l'année dernière et qui les avait portés très haut, bah, il n'est plus vraiment aucun des trois né à son niveau des années précédentes. Voilà, je pense que Solari, de toute Modric, façon, Solari va pas rester plus loin que la fin de la saison. Après, il va falloir, ils reconstruiront sûrement avec un entraîneur plus huppé, je pense. On verra. ouais, je pense aussi, ils se baseront peut-être plus sur les jeunes. On peut un peu voir ça aussi. Casemiro, qui a plus le rendement de l'année dernière, joue beaucoup moins. C'est Loriente qui joue beaucoup à sa place au milieu de terrain. Encore un jeune joueur, un très jeune joueur. C'est peut-être enfin, un changement de mentalité un peu au Real, mais tout dépendra de cet été à mon avis. Mais à mon avis, la Ligue des Champions pour eux, si déjà ils passent l'Ajax, ce qui va pas être facile, ils devront encore après jouer des clubs plus huppés et à mon avis, ils iront peut-être jusqu'en demi-finale, mais pas plus haut. Voilà, bon bah avec cet Ajax Real, on a fini de faire le tour des 4 huitièmes de finale disputés cette semaine. Un petit point rapide, là 2 minutes sur les 4 qui vont se dérouler la semaine à venir. Je vais vous demander un peu vos pronostics rapidement, ce que vous en pensez en quelques mots. On commence avec le match qui va intéresser un club français, c'est Lyon qui reçoit Barcelone, déséquilibré sur le papier. Déséquilibré sur le papier, mais on connaît Lyon et on a déjà vu des matchs déséquilibrés sur le papier de Lyon. Je pense notamment à Manchester City chez eux. Ils sont capables, mais après, si le Barça décide de jouer avec Messi dans une forme olympique, ils passeront pas. Je pense que ouais, le Barça va arriver concentré et respectueux. Donc, Lyon va sûrement faire un gros match parce que Lyon est toujours très fort dans les gros matchs, surtout à la maison. Mais ça me paraît quand même compliqué pour Lyon. Alors, de faire un résultat, c'est possible, de faire un match nul, peut-être de gagner un but à l'arrache. Mais sur l'ensemble des deux confrontations, ça me paraît quand même compliqué de passer. Un petit pronostic, moi j'irais sur un, un partout, soit un partout, soit 2-1 pour Barcelone. J'hésite. J'ai envie de croire en Lyon et de dire un match nul. Un partout peut-être. Non, moi, je dirais quand même 1-0 pour Barcelone. 1-0 pour Barcelone, ok. Deuxième match, mardi, une très très belle affiche aussi, Liverpool-Bayern. Alors là, bah en plus à Anfield, donc belle ambiance en perspective.
Un match qui s'annonce accroché parce que Liverpool est quand même en grande forme en première ligue. Et le Bayern Mais va jouer sans Van Dijk et sans le nom du deuxième défenseur central m'échappe. Lovren. Non, le jeune défenseur central qui joue en ce moment titulaire à Ah, Liverpool. Joe Gomez. Exactement, merci. Donc ils vont quand même jouer avec Lovren et Matip. exactement contre un Lewandowski qui retrouve son niveau, donc ça sera une des clés du match à mon avis. Mais ils sont capables de le faire, étant donné que le Bayern n'est pas non plus en forme exceptionnelle, qui se cherche en défense centrale, qu'on voit que on a quand même deux des meilleurs défenseurs centraux sur le papier. On a la personne de Hummels et de Boateng, et que aucun des deux n'est au niveau, et que Niko Kovac difficilement en aligne un puis l'autre avec Zule tient la baraque alors il est jeune et il a beaucoup moins d'expérience que les deux autres. Ça risque d'être un match assez intéressant, mais où ça se jouera entre les défenses centrales et les attaques. Ok, pareil, hein, je vais vous demander un petit pronostic. Moi, je dirais sur un partout aussi. Moi, j'irais bien sur 2-0 Liverpool. Ok. Moi, je mettrais bien 2-1 Liverpool. Allez, encore un match assez alléchant. Atlético Juventus à Madrid. Deux équipes réputées pour leur défense. Le retour du duel entre Cristiano Ronaldo et l'Atlético de Simeone avec Griezmann notamment. Donc pareil, une belle affiche de Ligue des Champions en perspective dès les huitièmes de finale. Ouais, encore une fois, on peut parler des absents. Chiellini est blessé en ce moment, Bonucci s'est blessé la semaine dernière. Normalement, Chiellini reviendra avant le match, alors que Bonucci devrait pas revenir avant le match. Quand on connaît le faible niveau de leurs remplaçants, je parle en particulier de Rugani qui fait erreur sur erreur, ça sera un match assez ouvert pour les attaquants de l'Atlético, même si je pense que le match, de manière générale, sera assez fermé et que la Juventus l'emportera. Ah, tu vois la Juventus gagner, toi? Ouais, Ok. Comme tu dis, enfin, ça va peut-être, c'est une belle affiche sur le papier, mais j'ai peur que sur le terrain, ça soit quand même assez rugueux et assez fermé en fait. Enfin, Atletico a tendance à aussi quand même un peu se refermer sur elle-même et donc quoi, je vois pas un très joli match quand même. Mais moi, je vois bien un match nul. 0-0, c'est moche, mais ça m'étonnerait pas. Ok, allez, moi je vais dire, bon, j'arrête pas de dire un partout, mais c'est vrai que je sens bien un partout aussi avec un but de Ronaldo, un but de Griezmann pour le symbole, voilà, de voir ces deux grands joueurs débloquer la situation dans un match fermé. Et enfin, la dernière affiche, celle-là qui est bien plus déséquilibrée puisque c'est Schalke 04 qui reçoit Manchester City. Donc bon, là je vais me mouiller en donnant une victoire de Manchester City 2-0. Ouais, je pense que tu prends un gros risque là. Vraiment, ça me semble, ça me semble compliqué pour Schalke de faire quoi que ce soit, mais bon, on sait jamais. la magie du football, hein, mais Ouais, la magie du football. même si je vois Manchester City l'emporter assez facilement, on sait jamais. Ok, voilà, je pense que c'est cette fois on a été complet sur le podcast qu'on va clôturer désormais en vous donnant rendez-vous pour le prochain épisode de notre guerre des étoiles comme on va l'appeler désormais, c'est-à-dire la lutte entre les plus grands clubs européens pour aller chercher la coupe aux grandes oreilles. Voilà, c'était un plaisir d'avoir repris les podcasts. J'espère que vous serez nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur le site cpisport.wordpress.com. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, sur YouTube et sur SoundCloud notamment pour tout ce qui est podcast. Allez, à bientôt! Yes, ciao. À la prochaine.